Bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvie Charles. Je ne suis pas connue du grand public, par contre certains membres du gouvernement me connaissent, comme ils connaissent le brigadier chef de Monchy de la police nationale. Nous sommes victimes actes d'intimidation portés sur ma famille, sur nos personnes, par des membres des forces de l'ordre et par des magistrats. Le brigadier chef de Monchy est mis en danger dans l'exercice de ses fonctions par sa hiérarchie avec le concours de l'IGPN et certains magistrats, tout simplement pour avoir répondu à ses obligations de policière dans le cadre de mon dossier et pour avoir répondu à l'article 40 du Code de procédure pénale. Cet article dit que tout fonctionnaire a l'obligation de dénoncer tout crime, tout délit auprès du procureur de la République. En ce qui me concerne, vous avez compris que c'est mon dossier qui met en danger ma famille et moi-même. J'ai tout simplement répondu à mes obligations de citoyenne. Je rappelle que tout citoyen a l'obligation de dénoncer tout crime, tout délit portant atteinte aux intérêts de la nation. Nous avons d'ailleurs à ce titre un article, l'article 434-1 du Code pénal. Ce dossier repose sur un drame, le meurtre de mon père. Il va de soi que tout ce qui relève du domaine privé et affectif est totalement exclu de cette vidéo, puisque ce qui vous concerne, ce qui nous concerne, eh bien c'est ce qui se cache derrière ce meurtre. Sans le meurtre de mon père, sans les investigations des gendarmes sur celui-ci, sans les révélations des policiers et des gendarmes, il aurait été difficile de découvrir les activités criminelles exercées par le gouvernement et la mise en place d'un fonctionnement pour leur réalisation. Ce fonctionnement parallèle vient parasiter, vient se substituer à notre fonctionnement officiel et surtout, le gouvernement veille à ce que celui-ci reste inconnu du citoyen alors qu'il nous est imposé au quotidien. Et pour cela, il s'est octroyé la complicité de certains médias, mais également de l'ensemble des partis politiques. Ce ne sont pas les seuls complices. En ce qui concerne nos administrations, eh bien actuellement, il n'y a plus de cohésion, mais il y existe une scission. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, eh bien, nos administrations sont divisées. D'un côté, vous avez des fonctionnaires et des magistrats intègres qui répondent à leurs obligations professionnelles, ce qui est susceptible de les mettre en danger. Et de l'autre, eh bien, vous avez des fonctionnaires et des magistrats qui appliquent les ordres illégaux transmis par leur administration sans se poser de questions, sachant que parmi ces fonctionnaires et magistrats, eh bien certains ont parfaitement compris ce que leur administration attend d'eux et de ce fait, en retour, ils attendent de celle-ci qu'elle les protège dans leurs abus de droit et voire dans leurs activités illégales. Cette vidéo va vous être présentée en 4 parties et ces parties sont elles-mêmes scindées en séquences. La première partie, eh bien, ce sera les activités criminelles du gouvernement et la réponse d'Europol. La deuxième partie, c'est le constat sur le management exercé par le gouvernement sur nos administrations et les conséquences pour nous, citoyens. La troisième partie, c'est la liste des modifications apportées à notre 5e République par le gouvernement. Et la quatrième partie, eh bien, ce sera la conclusion. Ce sont les investigations des gendarmes qui vont dévoiler les activités criminelles du gouvernement. C'est donc une synthèse du dossier d'instruction sur le meurtre de mon père qui va vous être présenté. Mais auparavant, qui était-il ? Jusqu'en 1970, mon père est un brillant financier. Au cours de cette même année, il va rentrer dans une dépression suffisamment grave pour que son employeur, la banque Sofinco-Lena, le mette en invalidité avec une inaptitude à tout poste de travail. Entre 1970 et septembre 1990, date à laquelle il va disparaître du domicile familial, mon père n'a plus aucune activité professionnelle. En décembre 1990, je vais faire une déclaration de disparition auprès de la gendarmerie de Béthune. Celle-ci ne va pas être prise en considération puisque je suis la seule personne de la famille à déclarer que mon père a disparu, alors même que son médecin psychiatre précise que s'il n'est pas rapidement hospitalisé, il risque de se déconnecter définitivement de la réalité.
Aussi, entre septembre 1990 et le 11 janvier 2010, date à laquelle mon père est retrouvé assassiné, je n'avais aucune idée de ce qui lui était arrivé. Alors maintenant, je vais vous présenter la synthèse du dossier d'instruction. Le 11 janvier 2010, à 17h, les gendarmes vont arriver au domicile de mon père à Laventie. Pendant que des gendarmes cherchent le corps de mon père, un autre gendarme va réaliser de suite un PV intitulé « Découverte du cadavre » dans lequel il précise que mon père a mis fin à ses jours et il va auditionner un témoin qui précise, lui, que mon père était suicidaire. Lorsque les gendarmes vont retrouver le corps de mon père, un médecin va établir un acte de décès précisant que celui-ci est mort de mort violente. De suite, ces gendarmes vont saisir le substitut du procureur de la République de permanence au TJ de Béthune et ouvrir une enquête préliminaire. Au cours de leurs investigations, ils vont demander une enquête fiscale. Celle-ci va révéler que mon père est un retraité percevant 20 000 € par an, il paye ses impôts et n'a aucune dette fiscale. Par contre, au domicile où ils ont retrouvé son corps, ils vont découvrir qu'il est à la tête de centaines de millions d'euros détenus au travers de nombreux comptes à l'étranger. Ces comptes se trouvent en Andorre, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Les comptes du Luxembourg sont rattachés à une société offshore, la société Sodefina, qui a son siège aux îles Vierges britanniques et qui a pour secteur d'activité le secteur privé et le secteur parapublic. Il est également propriétaire d'un garage à Vandin-les-Béthune. Ce garage renferme une douzaine de véhicules, tous gabarits confondus. Ils ont tous le capot relevé avec des batteries à charge automatique et ils sont immatriculés en France, en Belgique, en Andorre et même en WW. Au bureau attenant à ce garage, ils vont trouver de nombreuses pièces neuves de moteur, mais également de nombreux jeux de plaques d'immatriculation belges. Il existe également une activité téléphonique importante, puisqu'ils vont relever plus d'une centaine d'appels entrants-sortants, tant au domicile de Laventie qu'au garage à Vandin-les-Béthune. L'enquête va également révéler que mon père est séquestré dans un réseau que l'on peut qualifier de politico-mafieux depuis 1990 et que son meurtre était un suicide commandité. Mais comme mon père va se battre jusqu'au bout, ce suicide s'est transformé en meurtre. Autour de mon père gravitent énormément de personnes. Des personnes du grand banditisme avec les activités adéquates, prostitution, trafic de drogue, trafic de personnes, trafic d'enfants, trafic de faux billets, trafic d'armes, mais également des agents de la fonction publique, puisque nous avons la Banque Postale, la Trésorerie de Laventie et la DGFiP d'Arras. La DGFiP, c'est la Direction départementale des finances publiques. Et là, nous avons comme activité financière le détournement de fonds publics, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans ce dossier, nous avons également 3 autres personnes qui vont apparaître, puisque c'est Luciano Mulé, Pierre et Laurent Delbar. Ces 3 personnes se trouvent régulièrement au garage de Vandin-les-Béthune, et en ce qui concerne Luciano Mulé, celui-ci est connu des services de la gendarmerie, puisque durant toute l'année 2009, Luciano Mulé va être à plusieurs reprises arrêté, mis en garde à vue, son domicile perquisitionné, son téléphone mis sur écoute, ce qui va conduire aux activités criminelles qu'il exerce avec Pierre et Laurent Delbar au garage de Vandin-les-Béthune. C'était d'ailleurs en raison de ces arrestations, de cette découverte d'activités criminelles, que mon père devait être auditionné en tant que propriétaire de ce garage. C'est également le motif qui a conduit à commanditer son suicide. Luciano Mulé est quelqu'un qui n'a aucune profession attitrée. Il touche à tout. Pour le réseau, il établit des reconnaissances de dette en utilisant le nom de mon père. Il donne des conseils par personne interposée pour l'achat de terrains préemptés avec un système d'enveloppe. Et le 4 mars 2010, lorsqu'il est arrêté, il sera arrêté en possession d'une enveloppe contenant 300 000 €. Ces 300 000 € sont constitués de billets neufs émanant directement du Luxembourg. Il a également toute une liste de noms. Alors, c'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. En fait, Luciano Mulé est en train de verser la commission à ses mules dans le cadre du blanchiment d'argent.
À côté de cela, eh bien, Luciano Mulé ne peut pas s'empêcher de se livrer à des escroqueries et à du vandalisme. C'est d'ailleurs en raison de ses activités annexes au réseau qu'il va se retrouver eh bien, dans les griffes de la gendarmerie. À côté de cela, eh bien, il était poursuivi par un tribunal belge pour avoir escroqué une entreprise flamande pour 126 000 euros et il avait une dette fiscale auprès du fisc belge de 177 000 euros. Le fisc belge va abandonner cette dette lorsque Luciano Mulé sera arrêté. Il faut savoir que dans le dossier, toutes les informations relevant de cette dette fiscale eh bien, sont caviardées. Alors, il faut savoir également que ces deux acolytes, Pierre et Laurent Delbarre, vont bénéficier de la protection du parquet, mais également de certains gendarmes dans le cadre de cette enquête. Puisque, au cours de cette enquête, eh bien, il va être décidé de mettre Pierre et Laurent Delbarre sur écoute, sauf qu'ils vont être informés auparavant. Ils vont donc résilier leur ligne téléphonique et par exemple ils vont être à l'origine d'un article qui va paraître qui est apparu dans le Nouveau Détective et là encore eh bien il va être protégé. La juge d'instruction Véronique Père qui va intervenir sur ce dossier ne leur posera jamais aucune question sur les informations qu'ils ont diffusées dans cet article. Donc voilà pour le dossier d'instruction. Le parquet de Béthune va se retrouver à devoir neutraliser deux dossiers, celui concernant les activités criminelles au garage de Vandamme-et-Béthune et celui sur le meurtre de mon père. Pour cela, il va utiliser un certain nombre de stratagèmes. Je vais vous en donner des exemples. C'est plus simple, c'est plus parlant. Le premier exemple que je vais prendre concerne bien une dette de 210 000 euros émise par la trésorerie de l'Aventie. Rappelez-vous, dans le dossier de synthèse, eh bien, l'enquête fiscale avait révélé que mon père n'avait aucune dette fiscale en cours. Or, eh bien, il y a cette dette de 210 000 euros émise par la trésorerie d'Aventie qui va apparaître dans les affaires de mon père. Pour éviter que les gendarmes aillent plus loin dans leurs investigations, la juge d'instruction, avec la complicité d'un gendarme, vont établir un PV en date du 17 juin 2010, dans lequel ils vont signifier les choses suivantes. Que, en effet, cette dette est introuvable dans les comptes, dans les fichiers du ministère des Finances publiques, mais il s'agit de la vente d'une valeur mobilière de 643 152 euros, d'origine inconnue, pour lequel mon père a eu un redressement de plus de 200 000 euros, dont il s'est acquitté, ce qui explique pourquoi celle-ci est introuvable dans les comptes de l'État. Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, si j'ai choisi cet exemple parmi d'autres, c'est parce que cette dette de 200 000 euros eh bien, va réapparaître dans la succession. Et vous allez comprendre pourquoi il était important pour ce réseau politico-mafieux eh bien, que l'on n'en connaisse pas l'origine. Deuxième remarque, c'est que eh bien, si cette dette était bien inscrite dans les comptes de l'État, on devrait la retrouver, puisque le ministère des Finances publiques est une administration qui tient une comptabilité et qu'à ce titre, eh bien, dans sa comptabilité, on aurait dû retrouver l'origine de la dette et la date du paiement de celle-ci, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, troisième remarque, à partir du moment où cette dette émise par la trésorerie de l'Aventie est introuvable dans les comptes de l'État, eh bien, le plus judicieux aurait été d'auditionner Monsieur Delelis, le trésorier de l'Aventie qui était à l'origine de cette dette. Sauf que celui-ci, eh bien, il est protégé au même titre que Pierre et Laurent Delbarre par le parquet de Béthune. Deuxième exemple. Il est nécessaire de faire une enquête de voisinage concernant le garage de Vandamme-et-Béthune dans l'affaire de meurtre de mon père. Pour cela, Véronique Père va envoyer un gendarme, sauf que ce gendarme n'est autre que le neveu de Pierre et Laurent Delbarre. Résultat de ces investigations, RAS, rien à signaler. Troisième exemple, eh bien là, je vais prendre des articles de presse, puisque le 11 mars, je vais avoir la surprise de découvrir deux articles dans la presse, l'un dans La Voix du Nord, l'autre dans l'Avenir de l'Artois. Alors, je les ai mis de cette façon parce que l'article de l'Avenir de l'Artois vient en renfort de celui de La Voix du Nord. Alors, il faut savoir que le 11 mars, lorsque je découvre ces articles, je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à mon père. Par contre, ce dont je suis sûre et certaine, c'est que si entre-temps il avait retrouvé ses esprits, il m'aurait contacté.
Or, dans l'article, alors ces articles sont rédigés de façon particulière puisque c'est un mode de communication qui sert à donner des informations, à donner des indications. Et là, ces informations et ces indications sont fournies par les magistrats eux-mêmes puisqu'ils sont cités dans l'article de La Voix du Nord. Alors, dans l'article de La Voix du Nord, le journaliste écrit que mon père est venu s'installer il y a 20 ans de l'Andorre à l'Aventie. Il y a 20 ans, mon père avait disparu, mais il a disparu du domicile familial et celui-ci se trouvait dans un village en Artois, entre Béthune et l'Aventie. Alors je continue, je découvre dans cet article que mon père est devenu un usurier et qu'il est propriétaire d'un garage de voitures de collection à Vendin-les-Béthunes. Quant à Luciano Mulé, il est fait mention bien également de lui. Alors Luciano Mulé est présenté comme étant un bon père de famille, sans histoire, courageux, puisqu'il est bûcheron la journée et il est boucher la nuit. Et par contre, dans cet article, le journaliste met l'intégralité des aveux qu'il a fait auprès de la juge d'instruction. Alors, point important quand même, c'est que dans ses aveux, Luciano Mulé ne reconnaît pas avoir assassiné mon père, il reconnaît l'avoir agressé et que lorsqu'il a quitté les lieux, celui-ci est encore en vie. Donc c'est quand même une nuance qui a toute son importance. Alors, dans cet article de La Voix du Nord, bien entendu, les magistrats expliquent qu'il y a la présomption d'innocence, que l'enquête est en cours, elle vient juste de démarrer, et qu'il faut encore déterminer quelles étaient les relations entre la victime et Luciano Mulé. Dans l'article de l'Avenir de l'Artois, c'est totalement différent. Le journaliste pose des questions à l'épouse de Luciano Mulé qui, elle, répond ceci. Et le mieux, je vais vous en lire un passage, vous allez comprendre. C'est l'épouse qui parle. On est tous solidaires les uns des autres, il faut bien le soutenir. Aucun de ces 4 enfants n'en veut à leur père. À la lecture d'articles de presse autour de la vie de Claude Bocage, Anne-Marie espère que le jugement plaide en faveur de son époux. La victime, c'est mon mari, se désole-t-elle, l'autre, c'est une ordure. Toute la famille désire que le prévenu sorte le plus rapidement possible. On espère que cette histoire ne l'aura pas trop démoli et qu'il pourra se reconstruire. Donc là, il n'y a aucun doute pour son épouse. Son mari a tué mon père parce que, c'est tout, mon père était une ordure, point barre. Alors, l'autre point qui va soulever question quand même, c'est qu'elle fait mention d'articles autour de la vie de mon père en date du 11 mars. Je me pose la question de quel article elle parle parce que mon père n'a plus de vie sociale depuis 1970. En fait, c'est une information pour le réseau, puisque ces articles sont destinés au réseau politico-mafieux. C'est une information pour celui-ci de veiller aux articles qui vont suivre, puisque derrière les articles du 11 mars, il va y avoir régulièrement des articles qui vont être diffusés, qui font mention en fait de l'état de l'avancée des enquêtes, que ce soit au garage où il y a les activités criminelles ou sur le meurtre de mon père. Et donc il y a des informations et des directives qui sont données. Il faut savoir qu'au fur et à mesure de ces articles, mon père devient le parrain. Tout, c'est lui qui est responsable de tout. En ce qui concerne Luciano Mulé, c'est toujours le bon père de famille qui s'est rétracté entre-temps et l'épouse qui cette fois-ci clame l'innocence de son mari. Alors, il faut savoir que ces articles vont pouvoir avoir pour effet de saboter les auditions que les gendarmes avaient prévues pour les 2 affaires. Alors, si vous avez un doute encore sur ce que je vous annonce, je vais vous donner un autre exemple. Puisque Véronique Père, qui ne communique jamais avec mon avocat, va le contacter début octobre 2010, pour l'informer qu'elle tient à ma disposition une caisse dans laquelle il y a des dossiers au nom de mon père. C'est la personne qui a racheté le domicile familial de mes parents qui lui a porté ce carton. Alors, je vais annoncer à mon avocat que je refuse de prendre possession de cette caisse et je vais l'argumenter par écrit. Il faut savoir que la démarche de Véronique Père, c'était pour me piéger, parce que si je prenais cette caisse, je devenais acceptante purement et simplement de la succession. Ce que je ne voulais surtout pas, ce que je ne veux pas. Je vais avoir la surprise de découvrir mon refus dans la presse, sachant que dans les articles qui sont diffusés, il n'est jamais fait mention de la partie civile, puisque tantôt mon père est tellement horrible qu'il a coupé les ponts avec sa famille, tantôt c'est l'inverse, c'est sa famille qui a coupé les ponts avec lui tellement que c'est quelqu'un d'horrible. Alors comment le journaliste va-t-il donner cette information dans son article en date du 7 octobre 2010, article qui va paraître dans La Voix du Nord, dans l'Avenir de l'Artois et dans l'Écho de l'Aïste? Eh bien, voici comment il écrit ceci.
Depuis son incarcération, la famille aurait reçu des témoignages spontanés de personnes qui auraient connu Claude Bocage. Celui-ci était propriétaire d'une maison dans la commune voisine. Il aurait laissé des documents, mais la famille a refusé de s'en saisir. Comment Claude Brassard, le journaliste, pouvait-il être au courant de mon refus ? Et surtout, quel est l'intérêt pour le lecteur de savoir que j'ai refusé ces documents, d'autant plus qu'il n'est pas mentionné qu'il s'agit de la partie civile, puisque je suis présentée comme étant la famille. Alors, le seul intérêt, eh bien, c'est pour le réseau, puisque le message qui est transmis au réseau, c'est que le parquet de Béthune n'est pas parvenu, eh bien, à neutraliser toute enquête possible sur leurs activités. Puisque, comme je vous l'ai dit, comme je vais me positionner comme acceptante à concurrence de l'actif net, eh bien, il y a la nomination d'un notaire, et donc c'est le notaire qui a tout à fait la possibilité de saisir un procureur et de demander une enquête. Donc voilà pourquoi il était important que le réseau soit au courant qu'il y a encore des risques d'enquête sur leurs activités. Alors, suite aux annonces parues le 11 mars dans La Voix du Nord et l'Avenir de l'Artois, les gendarmes vont me relancer et cette fois-ci, je vais accepter de les rencontrer puisque c'est les seules personnes qui veulent bien communiquer avec moi. Ils vont tout d'abord insister pour que je comprenne bien le risque qu'ils encourent à me rencontrer. Et puis, en second temps, eh bien, ils vont me faire des révélations sur la situation de mon père. Ils vont m'informer qu'entre 82 et 90, le nom de mon père va apparaître dans une affaire liée au grand banditisme. Il s'agit de l'affaire de Roger la Banane. Alors, c'est une affaire qui a touché la haute société lilloise, puisqu'elle va impliquer des magistrats, des policiers, des notaires, des avocats, etc. Et donc, cette affaire eh bien, va être neutralisée au même titre que l'affaire de meurtre de mon père, puisque le magistrat et les policiers qui enquêtent en toute intégrité vont être mutés en cours d'investigation. Alors posez-vous la question, qui a la possibilité de muter eh bien, un magistrat ou encore des policiers alors que ceux-ci sont en plein milieu d'une enquête dans un dossier qui est quand même important. C'est le juge Bulck qui va avoir à charge d'enquêter sur mon père, puisque cette enquête va être diligentée auprès du parquet de Béthune. Donc ce magistrat va écrire que mon père ne peut pas répondre au chef d'inculpation dont il est accusé parce qu'il n'en a pas connaissance et parce qu'également il n'en a pas la capacité. D'ailleurs, il l'a autorisé à se faire hospitaliser. Sauf qu'à partir de là, eh bien, le juge ne parvient plus à rentrer en communication avec mon père. Il ne le retrouve plus ni au domicile familial, ni à l'hôpital. Il va le retrouver à la Bassée chez des personnes qui n'ont aucun lien de parenté avec lui. Ces personnes le déplacent et quand le juge parvient à localiser mon père, eh bien, celui-ci n'est pas en état de communiquer. Aussi, il va prendre la décision d'assigner à demeure mon père à la Bassée et il va demander une perquisition de ce domicile. Alors, il écrit que si la perquisition au domicile familial de mon père a été infructueuse, elle est plus que conséquente à la Bassée. À partir de là, le juge Bulck va recevoir l'ordre de cesser ses investigations, ce qu'il va faire, mais il va préciser qu'il a découvert de nombreux comptes au nom de mon père à l'étranger sur lesquels il faudrait investiguer. Ce qui fait qu'en 1990, le parquet de Béthune était parfaitement au courant de la vulnérabilité de mon père, du fait qu'ils l'ont laissé entre les mains d'un réseau politico-mafieux, puisque les personnes qui ont retiré mon père du domicile familial en septembre 1990 sont les mêmes personnes qui vont le séquestrer pendant 20 ans et qui vont l'installer à l'Aventie. Ces mêmes personnes qui continuent aujourd'hui de bénéficier de la protection du parquet de Béthune. Alors, je vais poser une question aux gendarmes, à savoir comment ils expliquent le fait que 20 ans après, des magistrats qui ne sont pas les mêmes interviennent de la même façon sur le dossier de mon père, puisqu'ils refusent d'investiguer sur la situation de mon père. Alors, à cela, les gendarmes vont me répondre qu'ils n'ont pas réfléchi, ne se sont pas posé la question. Par contre, eux, ils sont confrontés à un autre problème, puisqu'ils sont face, comme ils me disent, à la population et aux victimes, mais ils se retrouvent aussi, alors excusez-moi de l'expression, mais c'est le mot qu'ils vont employer, ils me disent, on se retrouve chahuté par les criminels parce que eux ont parfaitement bien compris qu'en tant que gendarmes, ils n'avaient aucune
autorité, tout comme les policiers d'ailleurs, puisqu'ils sont protégés par la justice elle-même. Donc voilà les révélations qui vont être portées à ma connaissance par les gendarmes. Alors après, la gestion hors cadre légal sur le meurtre de mon père, eh bien, va suivre la succession, où là, je vais me retrouver au cœur du réseau. Pourquoi? Eh bien parce que je me suis positionnée comme acceptante à concurrence de l'actif net et qu'un notaire est nommé. Il va de soi que ce notaire, avec mes avocats, vont se retourner contre moi, ils vont suivre les directives du ministère des Finances publiques, et comme eh bien, ceux-ci ne parviennent pas à me faire changer de position dans la succession, c'est le ministère des Finances publiques lui-même qui va rentrer en scène, et le premier qui va ouvrir les hostilités sera Monsieur Delelis. Celui-ci va m'adresser, eh bien, ni plus ni moins, à mon nom propre, la dette de 210 000 €, souvenez-vous, celle qui était introuvable dans les comptes de l'État. Et il annonce que je suis devenue acceptante purement et simplement de la succession. Je vous passe toutes les démarches judiciaires, etc. Ce dossier va être transmis au tribunal administratif de Lille, et là, c'est Monsieur Gosselin qui va prendre le relais de Monsieur Delelis concernant eh bien, cette dette de 210 000 € et le fait que je suis devenue acceptant purement et simplement de la succession, puisque c'est leur décision. Je vais donc appeler à l'aide les gendarmes qui vont me mettre en relation avec des policiers qui vont me mettre en relation avec un fonctionnaire de Bercy. Celui-ci va m'expliquer que ses collègues sont en abus de pouvoir, ils ne peuvent en aucun cas me donner leurs directives, en aucun cas ils peuvent me changer de position dans la succession. S'ils estiment que je ne réponds pas aux obligations de la position d'acceptante à concurrence de l'actif net, eh bien ils doivent m'assigner en justice, ce que bien entendu ils ne vont pas faire. Par ailleurs, il ne trouve pas non plus trace de la dette de 210 000 €. Il va donc me donner comme conseil eh bien, de faire ma propre enquête auprès des services fiscaux du Pas-de-Calais, accompagné d'un témoin qui n'est pas de ma famille. Je vais donc me rendre au service patrimonial de Béthune, qui a la charge de la succession de mon père, accompagné du brigadier chef de Monchy, policière dont j'ai fait la connaissance au cours d'une conférence organisée par l'association SOS Fonctionnaires Victimes. Là, ce fonctionnaire eh bien, va me tenir exactement les mêmes propos que son collègue à Bercy, et quand je vais lui présenter eh bien, la mise en demeure envoyée par M. Delelis à mon nom propre, ainsi que le PV rédigé dans le cadre du meurtre de mon père, il va contacter directement par téléphone M. Gosselin et le sommer de lui donner des explications sur cette dette, puisque par ailleurs, celle-ci il ne la trouve pas non plus dans le dossier de succession. Alors, M. Gosselin va expliquer la chose suivante. Il s'agit bien de la vente d'une valeur mobilière de 643 152 €, d'origine connue, puisque celle-ci a été vendue par la Banque des règlements internationaux suisse, que mon père a été majoré au maximum parce qu'il ne connaissait pas la plus-value, que mon père n'a pas contesté ce redressement fiscal et que cette dette était classée, elle était archivée. Donc lorsque eh bien, les fonctionnaires vont raccrocher, le fonctionnaire du service patrimonial me dit qu'il ne comprend pas comment mon père a-t-il fait pour avoir un compte à la Banque des règlements internationaux suisses, puisqu'il s'agit de la banque centrale, des banques centrales, et cette banque n'est pas accessible ni aux particuliers ni aux États. Il ne comprend pas non plus pourquoi mon père n'a pas contesté le redressement, et alors ce qu'il ne comprend pas du tout, mais alors du tout, c'est pourquoi le ministère des Finances publiques n'a pas engagé une enquête sur cette transaction, puisque on est face, comme il dit, à une transaction illégale, puisque la banque centrale des banques centrales, donc la Banque des règlements internationaux suisses, eh bien, ne répond pas à ses obligations, puisque celle-ci n'a pas autorité à ouvrir des comptes au nom de particuliers, ni au nom d'État. Donc voilà pour la question de cette dette de 210 000 €, ce qui fait que ces informations retranscrites par requête au tribunal administratif va mettre fin au recours du ministère des Finances publiques. Sauf que M. de Gosselin eh bien, va continuer, puisque le relais va être pris par M. Gosselin de la DGFiP d'Arras, et là M. Gosselin va essayer de m'estorquer 310 000 € de droits de succession.
Je vais également me retrouver au tribunal de Béthune pour la liquidation de la succession et cette demande sera faite par ma belle-sœur. Et là, encore une fois, eh bien, le juge, Madame Cateau, qui est en charge de cette liquidation de succession, va passer 3 ans à se poser la question à savoir si elle peut accepter ma renonciation ou pas. Je vais donc de nouveau faire appel à ce fonctionnaire de Bercy qui, lui, va me contacter en juin 2017 et m'informer que je suis face à une escroquerie au jugement. Donc, je vais demander la récusation de Madame Cateau, juge civil au tribunal de Béthune, mais également de Monsieur Noailles. Et je vais déposer plainte contre ces magistrats, contre les avocats, contre le notaire et contre les fonctionnaires du ministère des Finances publiques pour escroquerie au jugement. Puisque les informations que va me donner le fonctionnaire de Bercy est la suivante, eh bien, c'est qu'ils ont déjà liquidé la succession en août 2013. Ils se sont servis de mon nom et ils m'ont mis acceptante purement et simplement de la succession. Et donc, ils ont la succession enregistrée en 2013, c'est une fraude fiscale puisqu'ils ont fait disparaître les centaines de millions d'euros au nom de mon père. Et par contre, eh bien, la somme de 310 000 euros de droits de succession qui me réclamaient n'existe pas, n'a jamais figuré dans les comptes de l'État. Donc là aussi, le fonctionnaire va découvrir la double comptabilité tenue par le ministère des Finances publiques à Bercy. Donc voilà comment la succession va se passer. Donc il faut savoir que suite à ma plainte, suite à la demande de récusation, Madame Cateau, juge civil au tribunal de Béthune, va enfin accepter ma renonciation. Et donc j'aurai une renonciation en bonne et due forme, validée par le tribunal de Béthune et notifiée par voie d'huissier. Alors, je vais faire appel à Europol. Europol va me répondre en date du 27 avril 2018. Donc, voici le courrier d'Europol qui m'est adressé. Je vais vous lire ce qu'il m'écrit. Europol m'écrit ceci. Chère Madame Charles, je vous écris en réponse à votre courrier du 13 décembre concernant les difficultés rencontrées dans le cadre de la succession de votre père, Monsieur Claude Bocage, et vos suspicions regardant l'existence d'un potentiel réseau de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Étant donné qu'Europol n'a pas le pouvoir d'intervenir dans les affaires nationales, j'ai transmis votre dossier au ministre français de l'Intérieur, M. Gérard Collomb. Europol reste prêt à soutenir l'enquête si contacté par les autorités compétentes. Voici la réponse de M. Girier, conseiller spécial de M. Gérard Collomb en date de juin 2018. Madame, les services d'Europol ont transmis à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, votre correspondance du 13 décembre 2007 par laquelle vous faites part de vos observations relatives aux procédures judiciaires et à votre situation personnelle à la suite du décès de votre père, Monsieur Claude Bocage. Donc là, de suite, quand je découvre ces premières lignes, je comprends tout de suite qu'il n'y aura pas d'intervention de la part du ministère de l'Intérieur, ce dont je savais déjà. Puisque dans ce que je viens de vous lire, eh bien, à aucun moment M. Girier mentionne le réseau de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, alors qu'Europol le mentionne dans son courrier. Je continue. Le ministre en a pris connaissance avec attention, toutefois les principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice interdisent au ministère de l'Intérieur d'intervenir d'une quelconque manière dans le cours d'une affaire judiciaire. Aussi m'a-t-il confié le soin de transmettre votre correspondance au cabinet de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux fins d'un examen approprié. Alors, c'est là que je vais découvrir eh bien, que nous sommes face à un dysfonctionnement au plus haut niveau du gouvernement, puisque là, je suis quand même auprès des cabinets. Donc, le cabinet du ministère de l'Intérieur qui ne répond plus à la sécurité du territoire, et au cabinet du ministre de la Justice qui, lui, eh bien, va rendre une ordonnance de non-lieu. Je vais être condamnée pour abus de constitution de partie civile, et surtout, il n'y aura aucune investigation d'ouverte sur la succession comme sur eh bien, le patrimoine au nom de mon père. Donc, nous sommes bien confrontés à des activités criminelles qui sont couvertes au plus haut niveau, au cabinet des ministres même, cabinet de l'Intérieur, cabinet du ministre de la Justice.
Avant de vous donner les modifications apportées à notre 5e République, il est essentiel de vous présenter la manière dont le gouvernement gère nos administrations. C'est extrêmement important pour la suite, puisque soit nos administrations sont en accord avec le gouvernement, soit celles-ci sont en désaccord, et de ce fait, le gouvernement va se retrouver confronté à une situation où fonctionnaires et citoyens vont devoir s'allier pour pouvoir faire fléchir le gouvernement et lui imposer de fonctionner conformément à notre Constitution du 4 octobre 1958 et de respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, il faut savoir qu'au sein de nos administrations, il existe une scission. Je vous en ai parlé en début de cette vidéo. Je vous ai donné des exemples puisque vous avez des gendarmes qui vont saboter le travail d'autres gendarmes. Vous avez un substitut du procureur de la République qui, en toute logique, va ouvrir une enquête préliminaire parce qu'il y a un meurtre. Mais inversement, vous avez un procureur de la République qui, lui, va faire tout son possible pour éviter qu'il y ait une investigation sur celui-ci, allant même jusqu'à prévoir d'enregistrer ce meurtre comme étant un suicide. Ce qui fait que non seulement il existe une scission au sein de nos administrations, mais le gouvernement favorise le hors-cadre légal, tout comme il favorise l'abus de pouvoir. Je vous ai démontré ces choses au travers de mon dossier, qui est quand même pas anodin. Alors, je vais découvrir que le gouvernement gère nos administrations selon ce qu'on appelle un management par la peur. Il n'a pas mis en place ce management d'entrée de jeu, il va le faire de façon progressive. La particularité de ce management, c'est que tout d'abord, il conduit la structure qui pratique ce genre de management dans le mur. Et deuxièmement, d'où le fait que le service public n'est plus rendu comme il se doit. Et par ailleurs, c'est un management qui coûte excessivement cher, ce qui explique pourquoi le gouvernement est incapable d'avoir une maîtrise sur les dépenses publiques. Alors, comment se caractérise ce management ? Tout d'abord par le fait que le gouvernement ne répond pas à notre Constitution, puisque je rappelle que celle-ci a pour principe que nous sommes tous égaux devant la loi. Ce qui fait que le gouvernement, comme tout employeur et tout fonctionnaire, est soumis, comme tout employeur privé et salarié, au Code du travail en ce qui concerne l'obligation de veiller à la sécurité et à la santé du personnel. Or, le gouvernement pratique le management par la peur. Celui-ci a pour effet de pratiquer, d'encourager la délation, le harcèlement. Alors, le harcèlement sexuel moral qui va porter sur la discrimination, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, la misogynie. Ces éléments, on va les retrouver dans le dossier de nos administrations, sachant qu'en plus, d'année en année, il y a plus en plus de litiges entre les fonctionnaires et leur administration, puisque leurs droits sociaux ne sont plus respectés, et en plus il y a cette pratique de délation et de harcèlement qui vient s'y ajouter. D'ailleurs, pour pouvoir étouffer cette situation, le gouvernement va mettre en place dans certaines administrations un service de médiation. Je vous invite à prendre connaissance des rapports annuels de ces services de médiation, par exemple dans l'éducation nationale. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'un service de dissuasion. L'autre point, c'est que lorsque vous voyez apparaître des associations qui se créent pour venir en aide aux fonctionnaires mis en difficulté par leur hiérarchie, ça, c'est un point d'alerte, puisque ça veut dire que les fonctionnaires ne parviennent pas à se faire entendre. Et en effet, beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à se faire reconnaître leurs droits, que ce soit auprès de leur administration, comme auprès des tribunaux, que ce soit le tribunal administratif et le tribunal pénal. Alors la question qui se pose, c'est que font les syndicats ? Parce que dans nos administrations, et je mets de côté le ministère de la Défense, ils ont des syndicats. Et je rappelle que le rôle premier du syndicat, c'est de veiller à ce que l'employeur régit l'ensemble des fonctionnaires ou des salariés selon la règle en vigueur. Donc, que font les syndicats ? Bonne question. Alors, vous allez voir que dans certains ministères, les syndicats participent à travailler contre
leur propre ministère. C'est le cas au niveau du ministère de l'Intérieur. Je vais aborder le sujet justement dans les séquences suivantes. Alors, un autre point qui est soulevé également au sein de nos administrations, que je n'aurai jamais à poser la question, ça va venir tout seul sur le tapis, et je vais également découvrir la même chose au sein du monde associatif, eh bien, c'est qu'on nous parle que le gouvernement est en mesure, en effet, de commanditer le meurtre de fonctionnaires, mais également de citoyens, puisque c'est le cas de mon père. Alors, on va me donner toute une liste d'exemples, alors au niveau de gendarmes, de policiers, même de juges. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la situation du juge Borrell. Le juge Borrell va être assassiné, son assassinat va être enregistré comme un suicide. C'est l'épouse qui va refaire qualifier ce suicide en meurtre. Ce dossier va passer devant la Cour européenne des droits de l'homme et la France va être condamnée pour affaire d'État. Je vous invite également à prendre connaissance du livre de Ernest Pardo, La supercherie judiciaire. Cet auteur, au début de son livre, vous relate justement ces meurtres qui sont devenus des suicides et qui, bien entendu, ne bénéficient d'aucune enquête, ce qui aurait dû arriver dans le cas de mon père. Et donc ces meurtres qui parlent d'hommes d'affaires, de banquiers, de journalistes, d'avocats, etc., de présidents d'associations. Personnes qu'on retrouve pendues, les mains liées dans le dos, personnes qu'on retrouve suicidées de 2 balles dans la tête. Donc prenez connaissance de ces bouquins, c'est vachement intéressant. Et je vous recommande également le livre de Sophie Cognard, La vendetta française, où là, l'auteur explique les actes d'intimidation portés sur des magistrats, des policiers, des gendarmes, ce que vit le brigadier chef de Monchy. Alors, le constat, c'est que le gouvernement n'est pas en conformité avec ses obligations vis-à-vis de notre 5e République dans la gestion de nos administrations. Alors maintenant que je vous ai présenté la façon dont le gouvernement gère nos administrations, il faut aller voir les conséquences sur nous citoyens. Donc pour cela, je vais prendre connaissance des rapports réalisés par le Défenseur des droits. Celui-ci a pris ses fonctions à partir de 2011, donc je vais prendre connaissance de ces rapports de 2011 en 2020. Je vous invite à en faire de même. Ces rapports sont disponibles sur Internet. On y apprend des choses extrêmement intéressantes, comme par exemple en France, on ne respecte pas le droit des enfants. On met nos enfants en danger en les mettant à l'école, puisque l'éducation nationale ne remplit pas ses obligations. Elle n'est pas en mesure de donner une éducation correcte à nos enfants, que ce soit des enfants qui ont du potentiel ou moins de potentiel. D'ailleurs, j'ai eu la curiosité d'aller voir comment l'éducation nationale était classée au niveau international. Je vous invite à faire la même démarche. Vous allez voir, on est en dégringolade constante. Non seulement on est en dégringolade constante, mais en plus, les points négatifs qui sont relevés, on les aggrave. Alors, au niveau du rapport des défenseurs des droits, je vais découvrir que celui-ci intervient sur un champ d'action large, sauf que il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Alors, non seulement on le constate, mais il l'écrit très clairement, il n'a aucun droit. L'autre point qui va m'interpeller, c'est que je ne vais trouver aucune trace concernant les litiges entre la fonction publique et les fonctionnaires concernant les droits sociaux. Les droits sociaux qui sont assimilés à des droits fondamentaux. Ce qui fait que je vais me poser la question à savoir, mais en définitive, pourquoi le gouvernement a-t-il changé le nom de médiateur de la République en défenseur des droits. Et donc, je vous invite à aller voir la fiche sur .gouv du défenseur des droits. Donc là, je découvre que celui-ci aurait, je dis bien aurait, parce que vous allez voir, là, on est dans une opération de prestidigitation, dans une opération de supercherie de la part du gouvernement. Donc, il est écrit que le défenseur des droits, a repris, donc aurait repris, les missions du médiateur de la République, du défenseur des droits des enfants, de la HALD et du Conseil national de sécurité. Donc pour remplir ces 4 missions, le défenseur des droits a 0 droit.
Ce qui fait que de ce fait, moi, je vais aller voir les derniers rapports réalisés par ces 4 entités et dès que je vais prendre connaissance de ceux du médiateur de la République, eh bien là, ça va m'interpeller parce que je me rends compte que le médiateur de la République, par rapport au défenseur des droits, avait des droits. Donc pareil, allez sur .gouv, allez chercher la mission du médiateur de la République et vous allez vous apercevoir que celui-ci, eh bien, en effet, avait des droits. Alors, le médiateur de la République, je vais vous donner ses fonctions et vous allez voir que le défenseur des droits a repris aucune mission du médiateur de la République. Ce qui fait que le fait que le défenseur des droits a repris aucune mission du médiateur de la République, eh bien, le gouvernement, par son opération de prestidigitation, par cette supercherie, vient de supprimer à partir de là, eh bien, l'un de nos droits fondamentaux qui figure à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 15, qui dit que toute société a le droit de demander tout compte à tout agent public de son administration. Et en même temps, eh bien, il a retiré les droits sociaux des fonctionnaires, ce qui fait que c'est pour cela que les fonctionnaires ne parviennent plus à obtenir de la part de leur administration, tout comme des tribunaux, eh bien, leurs droits sociaux qui portent sur la maladie ordinaire, la maladie professionnelle, l'accident de travail, le droit à la retraite. C'est extrêmement important. Les Français ignorent que certains fonctionnaires sont dans des situations totalement inacceptable. Je découvre que des fonctionnaires se retrouvent SDF. Comment un fonctionnaire peut-il se retrouver SDF? Eh bien, tout simplement parce que son administration n'a pas géré sa situation conformément au cadre légal. Et ça, les médias vous en parlent pas. Ils dénigrent le service public, mais ils ne mentionnent jamais les attaques que le gouvernement porte sur nos administrations. C'est extrêmement grave. Alors, de ce fait, maintenant, je vais vous donner les missions du médiateur de la République. Le médiateur de la République est bien régler, je dis bien régler, le litige entre le citoyen et l'administration. Le défenseur des droits prend connaissance du litige du citoyen avec l'administration, mais il n'a aucun pouvoir pour régler celui-ci. Si l'administration refuse de lui répondre, il ne peut strictement rien faire. D'ailleurs, il écrit dans son rapport, puisque de ce fait, eh bien, de plus en plus d'administrations refusent de répondre aux défenseurs des droits, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de litiges entre les citoyens et l'administration qui ne sont jamais résolus, ce qui crée une politique d'exclusion qui est en constante augmentation. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport du défenseur des droits. Je continue sur les obligations du médiateur de la République. Donc lui, il règle les litiges entre le citoyen et l'administration. Il corrige la cause qui a causé ce litige. Il a le droit d'intervenir sur la gestion d'une administration. Il doit veiller à ce que toutes nos administrations fonctionnent correctement. Il peut envoyer un fonctionnaire devant le pénal si celui-ci ne répond pas à ses obligations professionnelles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus personne à la surveillance du fonctionnement de nos administrations. Ce qui explique pourquoi il y a autant d'abus de pouvoir de la part de celles-ci et pourquoi il y a autant de corruption au sein de nos administrations. Sa quatrième obligation, eh bien, c'était d'intervenir sur les litiges entre fonctionnaires et administration sur les droits sociaux. Et là aussi, il avait le droit d'apporter des correctifs et d'exiger de l'administration de respecter les droits sociaux des fonctionnaires. Donc, conclusion, aujourd'hui, vous avez un défenseur des droits qui a 0 droit, qui n'a jamais repris les fonctions du médiateur de la République, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, lorsqu'en 2011, il a fait l'état des lieux à sa prise de fonction, qu'en 2020, là, il tire la sonnette d'alarme en raison de la dégradation de la situation, parce que les points qu'il a soulevés de dysfonctionnement en 2011 sont toujours les mêmes, puisqu'il n'a aucune possibilité de modifier la situation. Il faut savoir par contre que là où c'est important, puisque ça met en cause directement non seulement le président de la République, mais également le Parlement, parce que figurez-vous qu'il est bien noté dans les textes que les rapports du défenseur des droits sont transmis au président de la République, au Parlement. Donc ceux-ci sont parfaitement au courant de la situation. Donc il me croit sur parole, allez-y, vous avez le droit, prenez connaissance du rapport du défenseur des droits, allez prendre la fiche du médiateur de la République et prenez connaissance de ce que le défenseur des droits peut faire. Il ne peut strictement rien faire.
Je viens de vous présenter le défenseur des droits qui s'est substitué au médiateur de la République, statut de défenseur des droits qui nous prive de nos droits fondamentaux en ce qui concerne l'obligation d'obtenir des réponses de la part de l'administration, entre autres. Et là, maintenant, je vais vous présenter un autre article qui vient également nous priver de nos droits. Il s'agit de l'article concernant le lanceur d'alerte que vous allez trouver dans ce chapitre intitulé « De protection du lanceur d'alerte », article 6, dans Légifrance. Alors, je vous invite à en prendre connaissance. Alors, cet article se présente en deux parties. Dans la première partie de celui-ci, on vous donne les critères auxquels vous devez répondre pour être connu lanceur d'alerte. Et dans la deuxième partie, on vous donne la liste des restrictions, des choses que vous ne pouvez pas dénoncer. Alors, je vais opposer cet article aux obligations du citoyen par rapport à notre Constitution. Auparavant, je vais rappeler comment notre Constitution a été mise en place, puisque on m'a posé la question, on n'arrête pas de répéter que la démocratie en France a été mise en place par et pour le peuple. Alors, la démocratie a été mise en place de la façon suivante. En 1958, le président de l'époque, René Coty, va soumettre aux Français l'ensemble des articles qui constituent notre Constitution et il va demander au peuple de voter, en donner soit son accord ou son désaccord sur les articles qui constituent notre Constitution, et cela en date du 28 septembre 1958. Cette Constitution va être acceptée avec une grande majorité, avec une large majorité des votes des Français, ce qui fait que René Coty va promulguer, va valider l'application de cette Constitution en date du 4 octobre 1958. Notre Constitution précise que le gouvernement se doit d'exercer par et pour le peuple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et ça on peut le démontrer. Notre Constitution précise également que le gouvernement a des obligations, des droits et des interdictions. Ces obligations, c'est qu'il doit veiller au bien-être et à la sécurité de la population. Ses droits, c'est qu'il a le droit pour cela de mettre en place des structures, de prendre des lois, de prendre des mesures et de veiller à ce que ces structures, ces lois et ces mesures soient respectées de tous, puisque nous sommes sur un principe d'égalité. Ce qui signifie qu'en aucun cas, personne ne peut se placer au-dessus des lois, tout comme personne ne peut se placer hors la loi. Et il a des interdictions. Il ne peut pas asservir, ni mettre en insécurité, ni appauvrir, ni priver de soins la population. En ce qui concerne le citoyen, et c'est là qui est extrêmement important, c'est tout citoyen. Donc, quel que soit le statut du citoyen, tout citoyen a l'obligation de dénoncer tout crime, tout délit portant atteinte aux intérêts de la nation. Le seul critère, c'est qu'il faut être citoyen. Et il n'y a aucune restriction. Il est précisé également que tout citoyen a le droit et l'obligation de protéger la Constitution par tout moyen. Il va de soi qu'il faut démontrer que le gouvernement n'est plus en phase avec la Constitution telle que celle-ci a été votée par voie de référendum en date du 28 septembre 1958 et promulguée en date du 4 octobre 1958. Et là, c'est ce que je vais vous démontrer dans la séquence qui suit. Maintenant, je vais porter à votre connaissance les modifications apportées à notre 5e République et plus précisément à notre Constitution du 4 octobre 1958. Je vais vous donner la ligne directrice pour que vous puissiez par vous-même vous en rendre compte. Alors, vous tapez Constitution du 4 octobre 1958, Sénat ou Assemblée nationale. Moi, je suis allée sur le site du Sénat. Quand vous tapez ce que je viens de vous dire, vous allez avoir cette version qui est la version originelle. Puis, vous allez taper Constitution du 4 octobre 1958, Légifrance. Et là, vous allez avoir non seulement la version modifiée de notre Constitution, mais il est précisé par Légifrance
quand vous recherchez cette constitution sur Légifrance, que c'est celle qui est en vigueur. Alors, suivez-moi bien. Quand vous allez sur le portail du Sénat et de l'Assemblée nationale et que vous tapez Constitution du 4 octobre 1958, tout de suite, c'est la version originale que vous avez. Si vous voulez avoir la version modifiée sur le site du Sénat ou de l'Assemblée nationale, il faut que vous fassiez une petite opération de manip sur ce portail, mais il faut le savoir. Et donc, en dessous de la version originale de notre Constitution, vous aurez la version modifiée telle qu'elle se trouve dans Légifrance. Là, je vous ai envoyé chercher la Constitution du 4 octobre 1958 dans Légifrance parce que, sans aucune ambiguïté, il est bien marqué que celle-ci est en vigueur. Alors, je ne vais pas reprendre tous les points qui ont été modifiés dans la Constitution. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Par contre, je vais de suite prendre simplement la première phrase qui se trouve juste en dessous du titre de la Constitution du 4 octobre 1958. Alors, voici la phrase que vous allez trouver dans la version de notre Constitution, celle qui est au cadre légal, celle qui doit être toujours en fonction. C'est bien pour cela que le Sénat et l'Assemblée nationale inscrivent la version originale sur leur portail, puisque c'est celle qui est officiellement en fonction, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas été informés de cette version revue. Alors, la phrase dans notre Constitution, légitime et légale, dit ceci. La Constitution de la Ve République a été adoptée par le peuple par le référendum du 28 septembre 1958 et promulguée par le président de la République le 4 octobre. Dans la version Légifrance, celle modifiée, la phrase que je viens de vous lire est devenue celle-ci. Le gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, le peuple français a adopté, le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit. Je pense qu'à partir de là, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, puisque nous sommes face à une opération de prédigitation, puisque le Conseil constitutionnel, en un claquement de doigts, fait disparaître la Ve République, il la remplace par le gouvernement de la République, et il fait disparaître par un second claquement de doigts le référendum du 28 septembre 1958 qui devient la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. On est dans de la rétroactivité. Donc, on a toute une phase de notre histoire qui vient de disparaître selon la Constitution revue dans Légifrance. Alors, je vais maintenant quand même, avant d'aller plus loin, vous donner un exemple de l'application de cette modification qui est faite à notre insu, puisque nous ne sommes pas au courant. J'ai soumis ces informations à plusieurs fonctionnaires, ils ne sont pas au courant non plus. Alors, la modification, je vais prendre en ce qui concerne la justice. Dans notre Constitution du 4 octobre 1958, qui a été votée par voie de référendum, dans l'article 65, il est écrit que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République et que le vice-président n'est autre que le ministre de la Justice. Dans la version revue, le Conseil supérieur de la magistrature n'est plus présidé par le président de la République et le vice-président n'est plus non plus le ministre de la Justice. Alors, qui se retrouve dans la version modifiée, illégale, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature? Le mieux, c'est d'aller sur le site du Conseil supérieur de la magistrature et vous découvrez qu'il s'agit de Madame Arens et de Monsieur Molins. Ce qui est illégal, puisque le problème, c'est que Madame Arens est présidente de la Cour de cassation et que Monsieur Molins en est le procureur général. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les apparitions de ces magistrats dans les médias, jamais ils ne se présentent comme étant président du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'ils savent pertinemment que c'est illégal.
Alors, Madame Arance et Monsieur Molins, eh bien, n'ont fait que suivre l'application qui a été mise en place par messieurs Louvel et Marin, puisque ce sont messieurs Louvel et Marin qui nous ont dupés et qui ont instauré, qui ont validé eh bien, l'application de cette constitution qui est totalement illégale. Alors, à cela, maintenant, je vais vous présenter deux autres structures. Ces deux autres structures, eh bien, encore une fois, ces structures viennent en parallèle et elles viennent se substituer à notre gouvernement. Je vais vous présenter Eurogenfort et le comité interministériel de haut niveau. Alors, Eurogenfort et le comité interministériel de haut niveau ne sont pas de l'Union européenne. Alors, c'est pour ça que je vous demande toute votre attention, parce qu'on est face à des criminels, à des escrocs. Donc, ils jouent sur cette ambiguïté. Ils ont créé l'Eurogenfort en lui donnant le titre d'Union européenne pour pouvoir mieux parasiter l'Union européenne, tout comme actuellement, ils parasitent l'État français. Alors, pour qu'il n'y ait aucune discussion possible, je vous invite encore une fois à aller sur le site du Sénat, vous tapez compte rendu de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées en date du 7 novembre 2011. Quand vous avez ce compte rendu, vous allez à la page 7 et à la page 7, vous découvrez création d'une force de gendarmerie européenne. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire les éléments principaux que j'ai marqués ici. Et voici ce qui est écrit dans ce compte-rendu. La force de gendarmerie européenne a été créée en 2004 à l'initiative de l'ancien ministre de la Défense, Madame Michèle Alliot-Marie. Cette force n'est pas un organisme de l'Union européenne, mais une coopération intergouvernementale, une sorte de coopération renforcée, menée en dehors du cadre des traités entre plusieurs pays membres de l'Union européenne qui disposent d'une force de police à statut militaire. Les 5 pays fondateurs de cette force sont l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Ils ont été rejoints en 2008 par la Roumanie. Outre ces 6 pays membres, la force de gendarmerie européenne compte 2 pays partenaires, la Pologne et la Lituanie. Enfin, en 2009, la Turquie s'est vue octroyer le statut d'observateur. Ni le Royaume-Uni ni l'Allemagne ne font partie de la force de gendarmerie européenne. La force de gendarmerie européenne a été créée afin de contribuer au développement de la politique européenne de sécurité et de défense, et plus particulièrement à l'objectif de doter l'Union européenne d'une capacité à conduire toutes les missions d'une force de police lors d'opérations de gestion de crise. Elle peut aussi être mise à la disposition de l'ONU, de l'OSCE, de l'OTAN, ou bien d'autres organisations internationales, ou encore d'une coalition ad hoc. Eurogenfort est une armée qui ne répond à aucun traité, qui n'a aucune contrainte. Elle circule dans tous les pays comme bon lui semble, sans demander l'avis à qui que ce soit. Eurogenfort a son siège en Italie et les bâtiments dans lesquels Eurogenfort est installé avec le CIMA, le comité interministériel de haut niveau, eh bien ces bâtiments sont gracieusement prêtés par le gouvernement italien. Il va de soi que les Italiens, comme les Espagnols, comme les Polonais, comme les Néerlandais, ne sont pas au courant de l'existence d'Eurogenfort et du CIMA. Alors, le CIMA, encore une fois, je vous invite. Alors, vous allez découvrir, si vous vous promenez dans les comptes rendus du Sénat et de l'Assemblée nationale, vous allez découvrir l'existence de très nombreux comités interministériels. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais qui statue, qui siège dans ces comités interministériels. Et dans le document que je vais vous présenter, qui date qui vient du Sénat, du site du Sénat, d'accord. Eh bien, toujours sur les rapports d'information sur les forces d'Eurogenfort, vous découvrez en paragraphe 3 ici, eh bien, le comité interministériel de haut niveau. Il est bien instauré dans les documents du Sénat. Alors, Eurogenfort et le comité interministériel
et le comité interministériel de haut niveau, ce sont des structures qui sont anticonstitutionnelles, qui sont illégales, puisque déjà, ils travaillent avec des forces étrangères. Donc, on n'est plus du tout dans le contexte de la France, d'une part. D'autre part, eh bien, ces structures sont financées avec de l'argent détourné des fonds publics, puisqu'elles sont financées avec notre argent. Et cet argent a été retiré du budget de nos armées, mais également de nos forces de l'ordre. C'est pareil, je vous invite à prendre connaissance des rapports sur la situation de nos armées. Il faut savoir que le gouvernement travaille contre celles-ci et les a mis en grande difficulté. Contrairement à ce que les spots publicitaires à la télévision présentent, nos armées sont en difficulté. Je vais vous donner une information. On a envoyé nos soldats au Mali se battre avec du matériel qui n'avait pas été révisé parce que l'armée n'avait pas de budget pour faire le nécessaire. On a envoyé également nos militaires se battre au Mali avec du matériel qui était défectueux. Mais on n'a pas les moyens financiers. Par contre, on a les moyens d'armer et de faire fonctionner Eurogenfort et le CIMIN, le comité interministériel de haut niveau. Alors, je vous invite à taper Eurogenfort et d'aller sur le site. La langue officielle, c'est l'anglais. Et je vous invite à prendre connaissance de tous ces champs d'intervention que vous allez voir se mêlent de tout. Et ils viennent bien parasiter le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, Eurogenfort se trouve en France, puisqu'il est intervenu sur les Champs-Élysées en 2018 contre les Gilets jaunes. Benalla et Kras sont des gendarmes d'Eurogenfort, ils sont à l'Élysée et ils organisent des actions contre la population, puisque le rôle majeur d'Eurogenfort, c'est de s'attaquer, c'est de mater les populations. Donc, voici les modifications apportées à notre Constitution. Et pour que ce soit très clair, à la fin de cette séquence, je vais vous laisser le temps de relire les deux phrases que je vous ai citées, c'est-à-dire la phrase qui concerne le texte original de notre Constitution et celle qui est venue la remplacer dans la Constitution modifiée qui nous est appliquée à notre insu. Alors, maintenant que je vous ai présenté les modifications apportées à notre Constitution et le fait que notre ministère de la Justice aujourd'hui n'est plus géré par des magistrats dignes de ce nom, vous allez voir que l'implication de la justice va beaucoup plus loin. Et encore une fois, vous allez pouvoir le vérifier par vous-même. Prenez connaissance du rapport de la Cour des comptes de février 2018, le tome 1, page 179. Vous allez découvrir une administration qui est parfaitement illégale, le SNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Alors, c'est une administration qui est hybride, elle est ni publique ni privée. Elle a été mise en place avec le concours de structures privées comme Mullier participe dans cette mise en place au niveau du SNAPS, qui est totalement illégal puisque le gouvernement ne peut pas travailler pour des institutions privées. Alors, ils ont mis en place cette structure. Il faut savoir que le SNAPS regroupe le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et oui, et ce sont des magistrats qui procèdent au recrutement d'agents de sécurité. Ce qui fait qu'encore une fois, c'est une structure qui est connue et dont les médias ne vous parlent pas. Alors, ce que je vais vous présenter et pourquoi je vous demande de prendre connaissance de ce rapport et de lire tout ce que m'a écrit la Cour des comptes. Alors déjà, la Cour des comptes aurait dû dénoncer le caractère illégal de cette structure. Alors elle ne l'a pas fait. Par contre, elle donne une lecture de ce qui se passe avec le SNAPS qui est très préoccupante puisqu'elle tire la sonnette d'alarme. Elle précise qu'aujourd'hui, c'est le SNAPS qui a pris la direction du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on a constaté dans la réponse de Monsieur Girier, puisqu'en effet, c'est le
ministère de la Justice qui prend les décisions sur la sécurité nationale. C'est d'ailleurs à ce titre que le gouvernement a placé le lanceur d'alerte sous le ministère de la Justice, parce que celui qui en finalité peut protéger les activités criminelles du gouvernement, c'est la justice, puisque c'est lui qui a le dernier mot en cas de préjudice, en cas de litige. Et donc, d'entrée de jeu, il sera tout de suite au courant des éléments qui vont être transmis par les lanceurs d'alerte, qui en toute bonne foi vont croire qu'ils vont être pris en compte par la justice, et inversement, ils vont se retrouver en difficulté. C'est pourquoi je vous invite à lire l'article sur le lanceur d'alerte. Vous allez voir, c'est très clair, c'est très significatif du fait que vous allez avoir énormément de difficultés à vous faire entendre. Mais c'est le but, c'est l'objectif. Il faut protéger les actions criminelles du gouvernement. Alors, au niveau du SNAPS, je vais vous lire quelques passages qui s'inscrivent dans le rapport de la Cour des comptes. Alors, je vais vous lire par exemple celui-ci, qui est intéressant, puisque je vous rappelle que ce sont des magistrats qui nomment les agents de sécurité. Alors, ce que ne savent pas la majorité des policiers, c'est que ces agents de sécurité interviennent au sein de la police. Et ils interviennent, ils ont accès à tous les fichiers de la police. Les syndicats de la police sont parfaitement au courant, puisque certains syndicats ont participé à la mise en place du SNAPS. Je cite Alliance, UNSA, la CGT. Ces syndicats, travaillent pour la mise en place des agents du SNAPS. Il faut prendre en considération cette information. Alors, ici, je vais vous lire ce que dit la Cour des comptes, une appréciation trop indulgente de la moralité. D'une manière générale, le contrôle de la moralité des demandeurs apparaît inadapté pour répondre à l'enjeu de moralisation du secteur. Les services du SNAPS, qui traitent 40% de l'activité administrative du SNAPS, ont établi une liste de délits dont la mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires est jugée compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. À titre d'exemple, il faut savoir que ce que donne la Cour des comptes, ce sont des exemples. À titre d'exemple, sont admis les délits routiers, conduite sans permis, sans assurance et en état alcoolique, ainsi que des blessures involontaires, l'usage illicite et la détention non autorisée de stupéfiants, les violences conjugales, l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la rébellion, l'escroquerie, l'abus de confiance ou encore le faux et l'usage de faux. Cette doctrine aboutit à délivrer des cartes et autorisations à des individus ayant des antécédents judiciaires relatifs à des faits parfois graves et manifestement incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité. Le SNAPS est mis en place depuis 2010. Alors, je vais vous donner la lecture d'une autre remarque de la part de la Cour des comptes qui concerne celle-ci. Des risques élevés de fraude et un cas de corruption présumée. De la même manière, les risques de fraude interne ont été insuffisamment appréhendés depuis la création de l'établissement. La Cour a ainsi pu observer que certaines données relatives aux détenteurs de titres figurant dans le logiciel de l'établissement, état civil et certaines caractéristiques des titres, peuvent être modifiées par les agents du SNAPS sans aucune procédure de sécurité particulière. Ce n'est pas tout. Enfin, le SNAPS a été confronté courant 2017 à un cas de corruption présumée de l'un de ses agents qui aurait modifié contre rémunération les extractions du fichier de police, traitement des antécédents judiciaires, afin de faire disparaître les procédures pénales dans lesquelles ces demandeurs étaient mis en cause. Ces personnes avec des casiers judiciaires ont accès à tous les fichiers de la police, ce qui fait qu'ils peuvent se livrer à tous les méfaits qu'ils veulent. Et tout ça, c'est organisé par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, avec la complicité, bien entendu, du Conseil supérieur de la magistrature, puisque le Conseil supérieur de la magistrature est parfaitement au courant que ce sont des magistrats qui recrutent ces agents. Donc je vous laisse découvrir, mais allez-y, prenez connaissance de ce rapport. Moi je vous en ai lu qu'un extrait, lisez l'intégralité, vous allez voir, on est en train de substituer à nos policiers et à nos gendarmes ces agents de sécurité qui ont des casiers judiciaires. Je rappelle quand même qu'on demande à nos policiers et à nos gendarmes d'avoir un casier judiciaire vierge.
Alors, pour vous démontrer que nous sommes face à un service judiciaire, à un ministère de la Justice et un ministère de l'Intérieur qui est en totale opposition avec ses obligations et qui travaille pour la criminalité, eh bien, il faut savoir le 7 octobre 2020, eh bien, l'AFRI va intervenir, va mettre en insécurité l'appartement de mon fils. Donc l'AFRI, c'est la force de réaction immédiate qui a été mise en place en février 2018 pour combattre le trafic de drogue. Alors, et cette unité va bénéficier de la propagande médiatique de Bernard de la Villardière et d'enquête exclusive. Alors, si ces journalistes avaient fait leur travail d'investigation, ils auraient su que cette unité, eh bien, ne répond pas à ce qu'ils ont présenté en propagande, eh bien, dans leurs émissions. Cette unité a plusieurs particularités, puisqu'on va découvrir, puisque moi je vais devoir faire appel, eh bien, aux policiers pour qu'ils viennent en aide. Eh bien, on va découvrir que l'AFRI, tout d'abord, eh bien, affiche un résultat nul au niveau du trafic de drogue. D'ailleurs, la preuve, Martine Aubry, en juillet 2020, va appeler au secours Darmanin en raison de l'augmentation de ce trafic. On va découvrir également que l'AFRI est une unité indépendante, elle ne correspond pas avec les autres forces de police et elle a un arrangement particulier avec le parquet de Lille. Elle peut intervenir sans numéro de procédure et sans nomination de magistrat. C'est exactement ce qui va se passer concernant mon fils. Ils vont mettre en insécurité son appartement, ils vont laisser mon fils se débrouiller en sachant que, ils ne seront pas en mesure de nous donner le numéro de procédure pour pouvoir, établir une demande d'indemnisation. Monsieur Vulveric, responsable de cette structure, va nous donner cette information 45 jours après les faits. Ce qui confirme bien qu'il ne pouvait pas donner de numéro de procédure puisque celle-ci, n'existait pas puisque son équipe était intervenue sans numéro de procédure. Alors, c'est important. Pourquoi l'AFRI a-t-elle l'autorisation de fonctionner sans numéro de procédure, sans nom de magistrat, puisque cela signifie que si elle procède à une arrestation, c'est un vice de procédure. Donc, c'est une question à laquelle, M. Darmanin n'a pas daigné répondre, ni Martine Aubry, ni Carole Etienne, procureure de la République du tribunal de Lille. Alors, ce n'est pas tout, puisque de ce fait, on va devoir faire appel tout d'abord à un huissier pour constater les dégâts, parce qu'ils ne vont pas simplement ouvrir la porte, ils vont exploser la porte va être projetée en dehors de ses gonds, elle va rebondir sur le mur du couloir, ce qui fait qu'elle va se casser en deux, et le chambranle de porte, lui, va être sorti du mur en raison de la violence avec laquelle cela va être fait. Donc, ce sont des policiers qui vont venir à notre aide, qui vont obtenir ces renseignements sur l'AFRI et qui vont diriger mon fils vers le SGAMI Nord, vers le service contentieux, où là il va être pris en charge par un fonctionnaire de police tout à fait sérieux qui va l'aiguiller. Sauf que le problème, c'est qu'il est nécessaire que l'AFRI donne un document stipulant que mon fils est victime d'une erreur judiciaire. Encore une fois, M. Vulveric va transmettre cette information que 45 jours après. Donc, l'objectif est bien de porter préjudice à mon fils, sachant que M. Vulveric, commissaire général, tout d'abord dans ses écrits démontre qu'il n'est pas plus au courant du code de procédure pénale que les 3 policiers que j'ai rencontrés à l'appartement de mon fils. Par ailleurs, est au courant de mon dossier et participe au harcèlement sur le brigadier chef de Monchy. Donc, voilà comment fonctionne aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Il met en difficulté les citoyens qui protègent la Constitution et qui refusent de participer à leurs activités criminelles. Alors ce n'est pas tout, puisque suite à cet événement du 7 octobre 2020, moi début novembre, je vais recevoir des appels anonymes sur mon téléphone où on m'annonce que mon mari est mort. Et le 26 novembre, le véhicule de mon mari va être vandalisé, et le 30 novembre, alors qu'il doit se rendre au commissariat de Ouescale pour finaliser sa plainte, il va devoir y aller à pied parce que son véhicule va être volé. Alors, arrivé sur place, on découvre qu'on ne peut pas utiliser certains mots, puisque mon mari va expliquer qu'il s'agit d'actes d'intimidation, étant donné que je me trouve dans un dossier de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Alors, on ne peut pas écrire ces mots, donc c'est devenu une grosse procédure. Il explique également que j'ai reçu des appels téléphoniques annonçant sa mort. Ça, on ne peut pas l'écrire non plus, ça devient appel malveillant. Donc maintenant, on peut déposer plainte, mais attention, il ne faut surtout pas relater les faits exacts.
Donc encore une fois, on est bien face à un mode de fonctionnement qui est en faveur de la criminalité. Alors ce n'est pas tout, puisque le 5 janvier, je vais recevoir un courrier de la direction départementale du service de solidarité de Roubaix-Tourcoing. Dans ce courrier, il est écrit que le procureur de la République a demandé à ce service de me rencontrer en raison des difficultés que je rencontre suite au décès de mon mari et de mon père. Donc je vais laisser venir cette assistante sociale et je vais laisser venir cet agent de coordination du service de solidarité. Alors ils vont avoir la surprise de découvrir tout d'abord que j'ai pas 70 ans puisqu'ils interviennent auprès des plus de 70 ans en difficulté. Ils vont également découvrir que mon mari est vivant puisqu'il est présent, il a pris demi-journée de congé, il va donc être présent et montrer sa carte d'identité. Donc, il faut savoir que cette assistante sociale et cette coordinatrice n'étaient pas du tout contentes du rôle que leur faisait jouer le procureur de la République. Et donc, la coordinatrice m'a expliqué qu'en fait, d'abord, très peu de procureurs utilisent ce procédé. Et par ailleurs, elle me dit que dans 90% des cas, les personnes ne souhaitent pas qu'elles viennent, ne souhaitent pas les rencontrer. Donc elle me dit à tous les coups, le substitut du procureur pensait que j'allais refuser de les recevoir. Alors le procureur en question, c'est monsieur Goupillot, substitut du procureur de la République de Lille, du tribunal de Lille. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'il s'agissait bien d'actes d'intimidation et jusqu'à preuve de contraire, étant donné que Carole Etienne, procureur de la République de ce même tribunal, n'a pas daigné répondre à ma plainte, que mon fils, par le biais de son avocat, ne parvient pas à avoir le nom, soi-disant, des protagonistes qui ont donné l'adresse de son appartement. Donc encore une fois, on est face à la police, donc à la FRI, qui protège les protagonistes, puisque je rappelle que les dénonciations calomnieuses, on peut engager des poursuites, et inversement, ils ont mis en difficulté, ils ont eux-mêmes, c'est la police elle-même, la FRI, qui va mettre en insécurité son appartement. Monsieur Darmanin n'a pas daigné non plus s'expliquer sur ce fait, puisque monsieur Darmanin se situe au-dessus des lois. Et l'autre point, c'est que je suis en droit aujourd'hui de considérer que le vol du véhicule de mon mari et son vandalisme, ainsi que les appels malveillants que j'ai reçus, ont été mandatés par monsieur Goupillot. Parce qu'il faudra m'expliquer où monsieur Goupillot a eu l'information, parce que je lui ai écrit, il m'a toujours pas répondu, m'a pas expliqué pourquoi il a écrit que mon mari était décédé. Donc à partir du moment qu'on est face à des personnes qui fuient leur responsabilité, puisque quand même, je veux dire, ils se sont livrés à des actes d'intimidation, je suis en droit de considérer que c'est bien monsieur Goupillot qui s'est livré à ce genre d'actes d'intimidation. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre structure qui a elle aussi changé d'orientation, c'est l'INSEE. Alors je vous invite à aller sur le site du Sénat, de récupérer ce document qui est une réponse à la question posée concernant l'intégration de la drogue dans le PIB. Alors je vais vous en lire quelques passages, pas l'ensemble des réponses. Voici la réponse du ministère de l'Économie et des Finances. L'INSEE a décidé de faire évoluer le calcul du PIB selon des méthodes statistiques sur lesquelles l'INSEE agit en toute indépendance au regard de la réglementation européenne. Le gouvernement ne peut que prendre acte du choix de l'INSEE. Le caractère illégal ou dissimulé d'une activité ne saurait donc en aucun cas justifier son exclusion du produit intérieur brut. Le fait que cette activité soit exercée par un commun accord des parties prenantes, producteurs et consommateurs, est en revanche un critère fondamental. Alors, je vais chercher à savoir de qui prend ces ordres l'INSEE. L'INSEE prend ces ordres d'Eurostat. Eurostat est, à prime abord, une institution de statistique. Alors, je ne comprends pas comment l'INSEE peut imposer au gouvernement de prendre le produit de la drogue dans le PIB, puisqu'à partir de là, c'est quelque part légaliser la drogue. Par ailleurs, il faut savoir que l'INSEE envisage également d'intégrer la prostitution discrète. Je rappelle, alors c'est important parce que si j'ai placé l'INSEE entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice avec la modification de notre Constitution avec la création du SNAPS, c'est parce que ce qui va suivre derrière,
pose question, puisque là, on ne sait plus, je vous avoue très franchement, dans le cas présent, eh bien, on ne sait plus si l'INSEE répond à l'Union européenne telle que nous la connaissons, ou s'il s'agit de l'Union européenne, de la structure qui va suivre. Alors, dans tous les cas, l'INSEE, eh bien, n'a aucun droit d'imposer ce choix, cette décision au gouvernement. Et alors, le gouvernement, lui, n'a pas à en prendre acte. Chez nous, la drogue et la prostitution, c'est illégal. Ce n'est pas légal. Alors, il faut savoir également qu'il est question de la politique du chiffre. Donc là, il faut que je vous apporte quand même un éclairage. La politique du chiffre au niveau de la police, eh bien, il faut que je vous explique la réalité, parce qu'encore une fois, on est sur de la supercherie. Un policier, donc je vais vous donner un exemple, c'est un exemple grossier, mais c'est un exemple. Un policier arrête un dealer de drogue, il n'aura pas de prime. Inversement, il va arrêter 10 consommateurs de drogue, il aura sa prime. Donc vous comprenez que cette politique du chiffre, eh bien c'est une politique de la criminalité, c'est fait en sorte pour que la police, eh bien n'arrête pas les dealers ni les proxénètes, mais arrête les consommateurs, arrête les clients pour pouvoir permettre eh bien, au business de fonctionner. Je vous rappelle quand même que dans mon dossier, il s'agit de blanchiment d'argent et que dans le blanchiment d'argent, on a l'argent de la drogue et de la prostitution, entre autres. Il n'y a pas que cela. Alors, l'autre point sur l'INSEE, c'est que depuis 2011, on parle des doubles numéros de sécurité sociale et non, comme le dit le magistrat Pratt, des faux numéros. C'est différent, ce ne sont pas des faux numéros, ce sont des doubles numéros. Cela signifie que, eh bien, il s'agit de numéros existants qui ont été dupliqués. Alors, de quelle façon ces numéros existants ont-ils été dupliqués? Eh bien, pour les personnes qui habitent en France, ils ont simplement changé le numéro de code de la commune. Et pour les étrangers qui ont le droit à un numéro de sécurité sociale, ils ont changé le code du pays. Alors, selon mes dernières informations, il s'agit cela concerne 18 millions de numéros de sécurité sociale et j'ai eu un dernier chiffre récemment, 20 millions, sachant que ces chiffres sont rattachés à des comptes bancaires et que depuis que ce point est soulevé depuis 2011, eh bien ces chiffres sont toujours actifs, ils n'ont toujours pas été retirés. Donc, à partir du moment qu'on est face eh bien, à la même chose sur 18 millions de numéros, eh bien, il est évident que le seul qui puisse faire ce genre de choses, c'est l'INSEE, puisque c'est l'INSEE qui délivre les numéros de sécurité sociale. Alors, il faut quand même savoir, pour la petite histoire, que députés et sénateurs sont sur cette affaire depuis 10 ans et ils n'ont toujours pas réussi à nous apporter des réponses. La réalisation de cette vidéo n'a pas été simple pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il a fallu limiter le nombre d'éléments qui démontrent comment le gouvernement modifie notre 5e République, parce que celui-ci modifie, transforme également certaines de nos institutions. Tout cela se fait à notre insu et se fait dans tous les domaines. Et au moment où je réalisais cette vidéo, eh bien, j'avais de nouvelles informations qui me parvenaient où on m'expliquait qu'il y avait encore des modifications qui étaient découvertes. Donc la dernière en date concerne la Caisse de sécurité sociale. Aussi, je me suis restreint à vous présenter les éléments les plus significatifs qui démontrent eh bien, les modifications apportées à notre 5e République et en même temps, il fallait que je vous présente eh bien, les structures qui étaient mises en place, qui viennent se substituer, qui viennent prendre la direction de notre pays, comme le CIMA, le Comité interministériel, Eurogenfort, le SNAPS, mais il y a d'autres structures. Vous avez l'INSEE, vous avez le Haut Conseil des finances publiques, vous avez la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, la liste est longue. Alors, les points qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo sont aussi nombreux, mais il faudra bien les aborder puisqu'ils concernent l'avenir de notre pays. Eh bien, il s'agit en premier lieu de ce qui se passe dans nos régions, puisqu'on découvre que les maires sont de plus en plus destitués de la gestion de leurs communes au profit de syndicats intercommunaux. C'est ce que nous vivons actuellement dans le Nord. C'est la MEL qui reprend la gestion de la majorité des communes du Nord, ce qui pose problème parce que ces syndicats intercommunaux sont opaques et il y a de fortes chances pour qu'ils soient responsables de l'augmentation de la corruption et du détournement de fonds publics.
Il y a également les privatisations. Le gouvernement privatise à tour de bras sans que l'on le sache. Ces privatisations, eh bien, c'est exactement comme la modification de notre Constitution, sont réalisées hors cadre légal et surtout viennent déstructurer notre pays, la France, et vont nous poser très rapidement de nombreux problèmes. Il y a également tout ce qui concerne le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, puisque ces activités ne peuvent pas exister sans l'appui des banques, des organismes financiers, mais également sans l'appui de certains États. Et la France, malheureusement, en fait partie. Il y a également tout ce qui concerne la politique étrangère. Depuis plusieurs années, eh bien, le gouvernement applique une politique étrangère au nom de la France. Cette politique étrangère nous est fortement préjudiciable. Donc là aussi, il est nécessaire de faire le point. Il y a la question du terrorisme, puisque, comme vous avez pu le constater, la France, actuellement, eh bien, il n'y a plus de protection nationale, puisque c'est le gouvernement lui-même qui crée l'insécurité, déjà en mettant sur le territoire français en place des structures comme le SNAPS, permettant à Eurogenfort d'intervenir, puisque Eurogenfort intervient aujourd'hui sur le territoire français de façon clandestine. Il y a également un autre problème, c'est le problème des médias, qui nous ont privés de nombreuses informations depuis des années, qui nous ont diffusé des informations que partiellement et ils se sont également permis de diffuser des fake news. C'est quand même un constat à prendre en considération. Ces médias qui donnent la parole aux personnes qui servent les intérêts du CIMA, le Comité interministériel de haut niveau. Alors, autant vous le dire ici, derrière le CIMA, nous avons une structure qui est connue et qui a profité justement de la protection des médias et de nombreux États, c'est Bilderberg. Bilderberg, qui depuis des années détourne l'argent public des États pour asseoir son pouvoir. Bilderberg, qui est lié à la haute finance. Alors là aussi, c'est quelque chose où il faut faire un point sur les ramifications de Bilderberg, puisqu'il s'est infiltré à tout niveau. Il faut savoir également que Bilderberg se sert des doctrines du nazi, il se sert de Mein Kampf. Alors Mein Kampf a été réédité en 2019, il est également disponible en format PDF, je vous invite à en prendre connaissance. On y retrouve tout, l'eugénisme, le pass sanitaire, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Également le fait qu'il se sert de propagande pour créer des conflits. Nous avons actuellement suffisamment de propagande qui est relayée par les médias pour créer des conflits dans la population, pour créer des tensions entre les uns et les autres. Ça aussi, c'est à évoquer. Et puis, il y a un dernier point qui n'a pas été évoqué dans cette vidéo qu'il faudra faire, c'est le constat des actes qui ont été portés par le gouvernement français contre la France, donc contre nos forces de l'ordre, contre nos armées, mais également contre la population. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'au cadre légal, puisqu'aujourd'hui, ni le président de la République, ni le gouvernement de la République que nous ne connaissons pas, aucun n'a dénoncé la légitimité de notre 5e République. Donc, au cadre légal, nous sommes toujours sous notre 5e République et c'est toujours la Constitution qui a été votée par voie de référendum le 28 septembre 1958, qui a été promulguée le 4 octobre 1958, ainsi que son annexe, la Déclaration des droits de l'homme citoyen de 1789, qui prévalent. Il faut quand même en tenir compte. Donc nous sommes, nous, citoyens, dans la légalité, ce qui n'est pas le cas du gouvernement français aujourd'hui. Il est illégitime. Et en ce qui concerne notre justice, alors là, c'est déplorable, mais nous sommes face à une justice hors la loi. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de communiquer sur les modifications apportées à notre Constitution, puisque ces modifications sont extrêmement graves.